say tears for me, tears for me, tears for me. Oh, I never seen anybody do the things you do before. They say tears for me, tears for me, tears for me. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Vous êtes formidables. On vous propose de découvrir des initiatives, des parcours inspirants et quelques trésors cachés ou imposés de la ville de Ploërmel. Ploërmel, commune du Morbihan, la population s'élève là-bas à 9800 habitants, une ville solidaire qui bouge et qui innove. On parlera de l'association C'est un espoir. Thierry Rémignac, bonjour. Bonjour. Vous avez fondé cette association, vous venez en aide aux familles ayant un enfant atteint d'un cancer. On reviendra aussi sur votre parcours. Élise Legros, bonjour. Bonjour. Vous êtes championne de France de boxe française en combat. Vous avez toujours grandi à Ploërmel et vous avez un avenir sportif très prometteur. Vous nous raconterez. On vous appelle souvent le gardien de l'horloge. Frère Arsène, bonjour. Vous nous raconterez la formidable histoire de l'horloge astronomique. Il paraît que vous êtes incollable là-dessus. Et enfin, saviez-vous qu'un nouveau whisky breton se fabrique désormais à Ploërmel? C'est le pari que vous vous êtes lancé, Stéphane Cardaudet, président de la distillerie La Mine d'Or. Bienvenue à tous les quatre. Alors, à travers vos différents regards, on va essayer de saisir un petit peu la force de ce territoire de 9800 habitants. D'abord, au niveau du cadre de vie, qu'est-ce qui vous plaît particulièrement à Ploërmel, frère Arsène? Moi, c'est la gentillesse des gens. Parce que je trouve que, ou bien je suis mal formé par mes parents ou par mes maîtres, j'ai l'habitude de voir que ce qui est positif. D'accord. Et je trouve qu'à Ploërmel, on est bien gâté. Il y a beaucoup d'empathie, beaucoup de bienveillance, et je trouve que c'est général à tous les niveaux. Moi, quand je pense à l'hôpital, les commerces, les pharmaciens, les personnes de santé, je trouve que les gens que je rencontre beaucoup, et qu'on a beaucoup de monde chez nous aussi, c'est l'école, c'est la paroisse, c'est la maison. Et ben, je trouve qu'il y a beaucoup de bonté. Moi, ça me frappe et ça me touche. Élise Legros, qu'est-ce qui vous frappe à Ploërmel, vous qui avez grandi là-bas? J'ai toujours pu évoluer sereinement, c'est vrai. J'ai jamais eu de problème pour ma sécurité ni quoi que ce soit. Et puis, étant jeune, c'est vrai que c'est assez varié au niveau des activités. On peut faire tout ce qui nous plaît, donc vraiment, c'est ça qui peut me plaire à Ploërmel. À quoi ressemblait votre enfance à Ploërmel, Thierry Mérignac? Petite ville où on se sent chez soi, en fait. C'est familial, c'est resté familial. Je pense toujours, même s'il y a des développements, tout le monde se connaissait. Tout le monde se connaissait. Alors vous découvrez à votre façon, Stéphane Cardaudet, Ploërmel. Alors c'est quoi vos premiers pas à Ploërmel? C'est les premiers pas indirectement, parce que ça fait quand même plus de 20 ans que je suis sur le territoire de Ploërmel avec mes autres entreprises, mais moi j'ai surtout eu un accueil extraordinaire. J'habite Vannes. Je viens de créer une entreprise qui aurait peut-être dû se créer à Vannes, mais elle s'est faite à Ploërmel parce qu'il y a eu un accueil. Et ce que je vois, moi, c'est l'accueil des élus, des politiques, mais aussi l'accueil de la population. Et je l'ai vu cet été parce qu'on a ouvert. Et j'ai vu beaucoup de Ploërmelais qui poussaient les portes de la distillerie avec fierté. Ils voulaient voir ce que c'était. Et je l'ai senti qu'ils étaient fiers d'avoir leur whisky. Et ça, c'est la force de cette ville. Est-ce qu'il y a encore des coins typiques dans le centre, paysages de verdure, vieilles pierres, des endroits sympas? Dans Ploërmel? Oui. Qui est dans le centre en plus historique. Le centre historique, il y a encore des traces de l'ancien temps. Le porche nord de l'église, quand on croit à une cathédrale, il y a encore des remparts. Nous vivons dans une communauté qui les bâtiments datent de 1600. Puis il y a des rues qui sont agréables, on se croirait à Dinan, mais on est à Ploërmel. Et la forêt de Brocéliande, on la sent un peu à Ploërmel ou pas? Comment? La forêt de Brocéliande. On la sent, malheureusement, il y a quelques semaines on l'a senti, parce que les fumées arrivaient jusqu'à Ploërmel, donc ça montrait bien qu'elle était toute proche. Et elle a un impact important, je pense, sur l'entrée de la ville, qui est au carrefour quand même de la terre et de la mer. On est attaché quand même à cette forêt, même si elle n'est pas toute proche. Oui. C'est très proche, la forêt, le lac, le lac Oduc. Avec toutes les légendes qui sont autour. Il y a plein de légendes autour. C'est beau en plus. C'est beau.
Alors, il y a un édifice qui traverse le temps, hein, érigé dans les années 1850, l'horloge astronomique, classée monument historique en 1982. Et frère Arsène, vous êtes un peu devenu l'expert attitré. Afin que nos téléspectateurs puissent faire une idée, vous allez nous commenter ces quelques images qu'on va voir. Alors, cette fameuse horloge, elle se découpe en plusieurs parties d'abord. Oui, il y a deux parties. Il y a la partie, ce qu'on voit maintenant, c'est l'intérieur. Ouais. Tous les cadrans, il y a 1200 pièces comme dans cette affaire-là. Et puis, quand on a les poids qui montent, qui descendent, c'est assez majestueux. Elle marche comme une horloge, puisque là, on a les engrenages qui sont 1200 roues dentées. C'est la roue d'entraînement. C'est un travail fantastique qui a été fait en 5 ans par un frère qui était professeur. C'est un miracle à lui tout seul, tellement il était surdoué, haut potentiel, n'ayant jamais été à l'école. Il a été formé par un maître, mais vraiment, il était tout enfant surdoué. Et voilà ce qu'il a réussi à faire avec des élèves de 16 ans qui avaient, leur ordinateur de l'époque, ça s'appelait la tête, le compas, le rapporteur et l'intelligence. Et le bonheur de créer ensemble. Je trouve que c'est fantastique. Alors justement, on voyait tout à l'heure, donc il y a les cadrans, puis il y a aussi le système planétaire. Oui. On va regarder ces archives de 1971 où on nous décrivait ce système planétaire. Vous avez devant vous le système solaire que vous ne trouvez ni à Strasbourg, ni à Beauvais, ni à Besançon. Le Soleil au centre tourne vraiment sur lui-même en 25-26 jours. Mercure, la planète la plus proche, qui se trouve à 49 millions de kilomètres. À sa gauche, la Terre, inclinée sur son axe, qui tourne vraiment sur elle-même. La Lune, qui tourne autour de la Terre. Mars, Saturne et son anneau. Vénus à droite. Jupiter, qui tourne sur lui-même en moins de 10 heures. Ces satellites qui tournent autour de lui en 1 jour, 3 jours, 7 jours et 16 jours. Et Uranus. Une chose à remarquer, c'est que chacun tourne autour du Soleil dans le temps réel. Voilà pour ces explications. En fait, finalement, l'horloge, elle n'a jamais changé. C'est toujours la même. Toujours la même, sauf que celle que nous voyons maintenant, c'est celle que ses élèves ont montée après sa mort. D'accord. Que quand il est mort, avant de mourir, c'était dans la communauté même, on a démonté tout ça. Il a donné le protocole de remontage aux élèves présents à l'époque, et lui n'a jamais vu cette horloge-là. C'est quelques années après que ses élèves, inspirés par le bon ange, qu'on appelle frère Bernardin, ils ont fait ça après. C'est vraiment un travail extraordinaire qu'ils l'ont fait eux-mêmes, vraiment là-dessus. Et ça n'a pas bougé depuis. Et justement, cette horloge, elle est assez rare, puisqu'il en existe très peu. L'ensemble que vous avez vu, le kiosque ensemble, là, il n'y en a qu'un en France. C'est ici. Si vous voulez avoir l'équivalent, il faut aller à Prague. À Prague, c'est la patrie de Kepler, c'est le grand mathématicien astronome, ou alors à Copenhague. Donc il n'y en a pas d'autres. C'est vraiment assez exceptionnel d'avoir cette chance-là, d'avoir un trésor qui est de toute beauté. Et justement, depuis plusieurs années, vous essayez de raconter un petit peu cette histoire, de la transmettre. Dans le cadre d'un film d'animation, vous avez aussi raconté les coulisses de sa conception. On va regarder juste un petit extrait. Il était professeur de mathématiques, de physique, de mécanique, d'hydrographie, autrement dit d'études des sciences nautiques pour les marins, faire le point avec les étoiles. Et puis, pour tout dire, il était professeur d'émerveillement. Et l'émerveillement, pour moi, c'est le but de la main-d'œuvre. C'est avec ces élèves-là qu'il a fait l'horloge dans le but pédagogique. On va leur apprendre à regarder le ciel, les étoiles, la lune, à s'émerveiller du soleil, des pleines lunes, de pouvoir expliquer les saisons, mais de façon mécanique, simple, pédagogique. Les grands élèves ont fait les calculs avec lui. La réalisation s'est faite par des frères de la maison, qui travaillaient avec des ouvriers sans doute aussi, mais sur les dictées de frère Bernardin. Et tout est parti sur cet enthousiasme de 2 générations. Alors moi j'imagine le jour où ça a été mis en place, avec les 2000 pièces d'engrenage derrière quand même, ça devait être du délire.
2000 pièces du délire, mais qui existent En toujours. fait, c'est 1200 pièces. 1200 pièces. Quand j'ai expliqué ça, je me suis trompé, mais Ouais. bon, c'est parti. Après, la jeune fille qui a fait le montage, Ouais. c'était son diplôme de fin d'études D'accord. d'architecture d'intérieur. Elle était passionnée, elle a fait sa Ça s'appelle Tiphaine Lefebvre, oui. J'ai laissé faire, Stéphane Lefebvre. oui. Et vous, comment vous avez découvert cette histoire, frère Arsène? Est-ce que Ben, c'est moi, je l'ai quelqu'un qui vous l'a découverte, transmise? l'année de mon bac. D'accord. Le frère qu'on a vu tout à l'heure, enfin Pascal, qui était prof pendant 50 ans, c'est lui qui m'a initié l'année de mon bac. Et ben, je trouve que je n'ai rien perdu depuis l'âge de mes 16-17 ans. Et après, moi, je suis mathématicien aussi de formation. Aussi. Eh bien, je trouve que l'explication et les contenus mathématiques, là, je les connais. Par contre, la pédagogie, j'ai enseigné pendant plus de 50 ans. La pédagogie, c'est celle que j'ai apprise en regardant Frère Bernardin quand j'étais adolescent. Et j'ai toujours gardé ça. Le plaisir de communiquer et de faire communiquer. Puis avec gentillesse, que lui est d'une gentillesse extrême. Moi, j'ai gardé ça. Et justement, cette horloge, elle se trouve au cloître du lycée Lamennais. C'est un incontournable. Vous connaissez tous frère Arsène, finalement, parce que Élise Legros et Thierry Rémillet, en tout cas de nom, c'est un peu une figure, quoi, dans le lycée. On le rencontre tous à notre arrivée au lycée en visitant l'horloge, justement. Puis vous voyez dans vos couloirs aussi. ouais. Alors, quand je remonte les poids le matin, ou quand j'explique. Et ça vous fait quoi quand on vous dit que vous êtes un peu le gardien de cette mémoire aujourd'hui? Gardien, parce que c'est un peu pompeux, parce que je suis tout simple de formation, mais c'est un peu pompeux. Mais d'un côté, j'ai l'impression on est deux frères à s'occuper de l'horloge, mais l'autre, il n'est pas bien en ce moment-ci. Et puis il est malade, mais on est deux. Être gardien, ça veut dire qu'on nous a confié une œuvre exceptionnelle qu'on essaye d'admirer, de faire admirer et de transmettre l'émerveillement de cette découverte aux gens qui viennent. C'est vrai que moi je prends ça comme un rôle important, mais en même temps, quand les groupes passent, à la fin, c'est beau, vous admirez? Admirer. Rêver. Et les élèves de la nouvelle génération, ils restent sensibles à cette histoire, très sensibles. à cette horloge? À la fois les tout petits, mais les années de terminale de Lamennais, il y a une classe qui est très sensible, c'est la classe avec M. Dilosquer. Ils sont tous inscrits en IUT mécanique. Pour eux, ils viennent au mois de mars, avec leur maître, leur explique en classe les techniques des engrenages, ils viennent voir ça. Alors là, c'est l'admiration. Oh la vache! Évidemment, pour eux. Ils ont tout dit. C'est Et magnifique. c'est leur métier qui démarre. Et c'est combien de visiteurs par an aujourd'hui, l'horloge astronomique? On tourne autour de 40 000 personnes. Quand même. C'est énorme. Les gens viennent par groupe. C'est continu. Il y a des jours pendant les grandes vacances, là, c'était plus de 250. Et vous ne vous lassez jamais de raconter cette histoire? Je me fatigue jamais, je m'adapte aux gens. Si c'est les petits, je raconte à la hauteur du petit. Quand c'est les mamies, c'est pareil. Et je n'utilise jamais de mots compliqués. Il va falloir faire une petite visite à Stéphane Cardaudet, un de ces quatre. C'est sympa. Moi, je suis d'accord. Je pense que c'est quand vous voulez. Ça fait quand même plus de 20 ans que je viens manger quasiment tous les midis tu viens quand à tu Ploërmel et j'y ai jamais été. Tu viens quand tu veux, mais je te ferai une visite avec Élise aussi. Une petite visite privée. Oui, privée, mais ça peut durer 10 minutes, ça peut durer un quart d'heure. Ça peut là, c'était ma famille qui est arrivée dans une photo là. C'est arrivé ce jour-là en plus. Mes petits-neveux qui étaient là, j'étais assez content. Il ne s'est pas prévu qu'ils viennent ce jour-là. Et est-ce que cette horloge, elle a encore des secrets pour vous? Est-ce qu'il y a des choses qui... Il y a encore des secrets parce que j'en donne un. J'ai un secret que je n'ai pas encore trouvé parce que mon collègue a le titre d'ingénieur. Moi, je suis prof de maths, l'autre est ingénieur. Le secret, c'est comment est-ce qu'on peut ajuster certains rouages. Par exemple, la Terre, elle tourne comme ça, mais il y a des moments où c'est un peu plus long, un peu plus rapide. On sent bien qu'il y a des... dans l'univers, ça bouge tout le temps. Ne serait-ce que la précision des équinoxes. J'arrive pas j'ai pas les connaissances pour. J'essaie de découvrir. J'en ai découvert une la semaine dernière. Je suis content, mais il y a toujours à apprendre. Toujours à apprendre. Toujours à apprendre. Et vous avez le projet de rédiger un fascicule qui relate toute cette histoire. Vous en êtes où, frère Arsène? Il existe. Le fascicule est fait. Alors, il y a un fascicule qui est fait. Alors, le premier fascicule, c'était fait par le frère qu'on a vu au départ, qui était notre professeur emblématique. Alors, on a fait le deuxième après.
Et puis maintenant, on est en train de prévoir avec la mairie, par contre, un spectacle l'année prochaine. D'accord. Une sorte de jeu, un jeu en nocturne. Oui. Un spectacle, le scénario commence à se faire, mais écrire, non, j'ai déjà écrit des choses pas mal. Je viens d'écrire par contre La vie du maître de Bernardin. D'accord. Il a eu un maître. On va à présent découvrir une autre initiative à Plouermel. C'est votre association, Thierry Rémignac. C'est un espoir. Pourquoi avoir lancé cette association ? Les enfants atteints de cancer sur la Bretagne, malheureusement, doivent être hospitalisés seulement à Rennes. La Bretagne est grande. Si vous habitez Brest, par exemple, la famille va devoir accompagner l'enfant sur Rennes. Donc c'est des choses qui, en plus de la détresse morale, engendrent des complications financières. Et donc le but de notre association, c'est d'aider directement ou indirectement via d'autres associations, ces familles-là. Parce qu'on a vu qu'il y avait beaucoup d'associations qui pouvaient aider directement les familles, mais elles avaient un problème de financement. D'accord. Nous, on essaye de trouver le financement pour aider directement ces associations. Et pourquoi Plouermel a été un territoire propice pour lancer ce type d'association ? Parce que je suis Pleurmelais. Je suis Pleurmelais et pour lancer une telle activité, il fallait des bénévoles. Et Plouermel a su se mobiliser, sait toujours se mobiliser, puisqu'il y a des années, on avait plus de 300 bénévoles qui étaient autour de nous pour pouvoir mettre en place toutes les activités qu'on mettait en place. Et comment vous vous organisez au quotidien pour récolter ces fonds ? Alors, on organise essentiellement aujourd'hui un événement annuel qui se situe, là on a déplacé la date en 2022, qui maintenant se situe en février. C'est plusieurs courses et on va relancer en 2023 la randonnée gourmande qui avait eu un succès aussi. Mais par le passé, on a eu jusqu'à 30 activités. D'accord. Le même week-end. Et en 12 ans après, il y a toujours ce même enthousiasme à aller chercher les fonds, les bénévoles sont toujours au rendez-vous ? Écoutez, quand on remet les chèques aux associations, quand on voit l'émotion, quand on voit ce qu'ils nous racontent, ce qu'ils font avec l'argent, on ne se pose même pas la question de se dire est-ce qu'on est motivé ? Bien sûr que oui, on est motivé. Et quels sont les établissements qui ont pu justement bénéficier de ces fonds ? C'est combien de familles qui, grâce à vos sous, peuvent... Par exemple, on aide régulièrement deux associations rennaises, Myosotis et Les Ajoncs. Ce sont des associations qui hébergent les parents. D'accord ? Parce que le protocole fait que les enfants les parents d'enfants qui sont atteints de cancer n'ont pas le droit de rester dormir avec l'enfant à l'hôpital. Donc, il faut, par définition, si je prends l'exemple de tout à l'heure, s'ils ne sont pas de la région rennaise, il faut bien les loger sur place. Donc, par exemple, ces associations là sont aidées. On aide aussi, par exemple, une association brestoise qui emmène les enfants qui Chacun son cap. L'association Chacun son cap. À Chacun son cap, qui emmène les enfants sur le bateau. Et on a une autre association qui, elle, emmène les enfants à la montagne. Chacun son Everest, cette fois-ci. Voilà. Et combien de fonds vous avez réussi à collecter depuis toutes ces années ? Alors avant l'édition 2022, parce que je vais garder on a dans 2 jours l'Assemblée Générale où on donnera les résultats de 2022. Et donc avant 2022, on était à 200 000 euros. 200 000 euros. 200 000 euros sur redistribués. une dizaine d'années. Voilà. Et comment vous préparez alors cette prochaine course qui va avoir lieu en 2023 ? Ça se prépare comment ? Ça se prépare au jour ou au lendemain de la fin de l'autre. Donc là, on est déjà en pleine préparation de ce prochain événement qui aura lieu le 25 février 2023. J'en profite de donner la date. On est... Donc rappelez-nous, il y a plusieurs courses déjà. Voilà, il y a un 5 km. Qui permet à chacun de pouvoir courir, ou marcher même. Voilà, il y a un 10 km et un semi-marathon. Et il paraît qu'il y a une marche gourmande aussi. La marche gourmande a été mise malheureusement en pause à cause du Covid. On a préféré ne pas la relancer cette année, on aurait pu, mais donc elle repartira en 2023. Donc la marche gourmande, c'est une randonnée où vous vous arrêtez pour boire et manger. Et les coureurs, ils viennent du Morbihan ou c'est beaucoup plus large ?
En février, on avait 31 départements de représentés. Ah oui, quand C'était même. Donc ça brasse c'est plus beaucoup de monde. c'est plus que local, c'est plus que régional aujourd'hui. Et est-ce que vous êtes à la recherche de bénévoles dès maintenant? Toujours, on a toujours besoin de bénévoles, notamment des bénévoles un peu spécifiques que sont des musiciens, des chanteurs, des photographes. D'accord. Avec des spécialités ou des talents. Voilà. Vous connaissiez un petit peu l'association les uns les autres? Je Un découvre, espoir, voilà. ouais, vous découvrez. Et c'est génial. Ouais. Parce que leurs locaux sont pas très loin de l'horloge astronomique, j'ai cru comprendre. Allez, cette ville de Pleurmel, vous l'avez quittée, Élise Legros, il y a quelques jours pour les études. Ça fait toujours bizarre de quitter l'endroit où on a grandi ou pas? Bah forcément, oui, c'est toutes nos habitudes qui changent. Ouais. Alors vous quittez Pleurmel pour qui? Pourquoi? Vannes. D'accord. Maintenant, je suis à l'école à Vannes, ouais. Ouais. Ok. Alors s'il y a une chose que vous n'êtes pas prêt de quitter, c'est la boxe. Vous faites partie des meilleures boxeuses françaises. Après avoir été sacrée en janvier dernier championne de France junior combat, comment vous avez vécu ce titre? Bah, très très fière parce que c'est beaucoup de travail, beaucoup de préparation en amont. Forcément, on met un temps à redescendre avant aussi. Mais on se prépare toujours à la suivante. Donc on est très content, mais sur une courte période, parce que tout de suite on pense à plus, on pense à après. Vous pensez après. Et la boxe, c'est arrivé comment dans votre vie? C'est arrivé à l'âge de 6 ans. Ouais. Donc c'est mon papa et mon grand frère qui, eux, ont repris la boxe. Et puis bah, j'allais sur le côté du tapis, je les imitais. Et puis j'ai demandé toujours à arriver un peu plus tôt pour faire avec eux. Et puis l'année d'après, j'ai pris les gants et puis je suis allée avec eux. Et là, vous aviez quel âge sur la photo qu'on voit à l'image? Je devais avoir 7 ou 8 ans. Là. Ouais, c'était un interclub. Ouais. C'est l'équivalent d'un match amical au foot. Quoi. J'étais contente, ouais. Et finalement, la compétition, elle est arrivée super vite dans votre parcours? Dès la première année, non, mais dès l'année d'après, directement, les interclubs, justement, pour commencer à prendre l'expérience du ring, tout ce qu'il y a autour, l'arbitrage, tout ça. Et dès par contre, 2 ans après, du coup, là, j'ai commencé la compétition. Qu'est-ce qui est moteur pour vous? C'est la compétition? C'est l'envie de gagner? Ouais, c'est ça. Puis aussi la recherche d'adrénaline aussi maintenant avec le combat. Ouais. C'est d'autres sensations, c'est des sensations nouvelles que forcément... la première fois, on y va pour essayer, pour tester. Et puis la deuxième fois, ça nous manque, alors on veut y retourner. Alors nous, on a découvert un peu l'univers de la boxe grâce à vous en préparant cette émission. On comprend bien qu'il y a 2 manières de pratiquer la boxe française. C'est quoi la différence pour ceux qui, comme moi, sont un peu néophytes sur le sujet? Et on a l'assaut, donc là, c'est une discipline où on fait que de la touche. Donc interdit aux coups trop puissants. Donc au niveau des jeunes, il n'y a que ça d'autorisé pour préserver justement le jeune. Et ensuite, à partir de 17 ans, il y a le combat. Donc là, c'est la puissance est autorisée, donc aussi le KO. Alors il paraît que vous avez vite voulu passer au combat. Pourquoi? Au niveau de l'arbitrage, étant petite, j'avais des petits soucis justement avec des soucis de puissance. On m'a remarqué des dispositions aussi au niveau de la détermination et tout ça. Et puis j'en avais envie, donc on a essayé, puis ça s'est bien passé, donc on continue. Alors nous, on vous a suivi lors d'un entraînement il y a quelques années. On va regarder ça? C'est à l'écran. Bonjour, je m'appelle Élise Legros, j'ai 16 ans et je pratique la savate boxe française à Pleurmel. La savate parce que c'est le seul sport de combat où on est chaussé. C'est un sport très complet pour les jeunes, donc aussi bien au niveau de la souplesse, de la musculature, on est équilibré. J'ai commencé la boxe française à l'âge de 6 ans. Je m'entraîne avec mon papa aussi depuis que je suis toute petite. Donc, on commence le thème numéro 1. Donc ici, 2, 3, 4. C'est parti. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. En 2019, j'ai participé au championnat de France. Donc j'ai gagné, c'était une grande fierté. Dans notre club, il y a toujours eu pas mal de filles, puis il faut oser, il faut venir. Reste-toi en face. Hors compétition, je m'entraîne 2 fois par semaine. En parallèle, je vais à la salle de sport donc pour tout ce qui est cardio ou aller courir ou un peu de renforcement musculaire. Et en période de compétition, on va passer à 3-4 entraînements par semaine. Chasser bas, jambes avant, sauter. Fouetter, figure de la même jambe. Sans reposer, revers frontal, figure. 1, chasser, décalage, fouetter, balayage. 1, 2,
3, 4. Il y a le chassé. Oui. Et parce que tu ne dois pas mettre le fouetté avant. Chez les jeunes, la puissance est proscrite, c'est interdit, c'est tout dans la technique. À partir de 17 ans, une bonne partie de la croissance est faite. Ils ont le droit d'aller en combat. Là, la puissance est totale. Donc c'est parti, je pars au combat. Oui, c'est bien. Dans la cour du lycée, on me laisse tranquille. Puis même les professeurs, ils mettent des bonnes notes du coup. C'est pas vrai. Allez, il est sorti. Remets-le dans le coin. Élise Legros, c'est une terreur en dehors du ring, c'est ça? Non, c'était une blague. Bien sûr, oui. Et justement, par rapport à la Élise que vous voyez là, c'est il y a 1 an et quelques mois qu'on avait tourné ce reportage. Est-ce que vous avez changé? Vous avez le sentiment d'avoir changé? J'ai l'impression d'avoir beaucoup évolué. Ouais. Ouais. Entre-temps, il y a eu 3 championnats de France, beaucoup de galas, beaucoup d'expérience et je pense que ça m'a apporté pas mal de maturité aussi. Ouais, beaucoup évolué depuis l'année dernière. Et ce titre que vous avez remporté, ça permet aussi d'asseoir une certaine légitimité pour vous? Oui, ça justifie notre travail aussi. Ça permet de, aux yeux des gens, c'est ce qu'on voit. Donc ça permet aussi de légitimiser le travail, quoi. Et vous le disiez aussi, c'est beaucoup d'entraînement aussi pour arriver à un tel niveau, une hygiène de vie presque irréprochable. Est-ce que c'est beaucoup de sacrifices quand on n'a même pas 20 ans? Ah bah oui, forcément, oui. Ouais. En plus, là, par rapport à l'année dernière, je suis passée à des entraînements tous les jours, donc ça a encore évolué. C'est beaucoup de sacrifices, mais quand la passion est là, on y va, quoi. On y court à l'entraînement. Vous entraînez combien d'heures par semaine? Là, on est à 1h30, 2 heures par jour. Et en période de compétition, c'est vrai que dès que les week-ends, pendant les vacances, ça c'est 2 entraînements par jour. Donc au niveau d'heures, je ne sais pas exactement, mais c'est très très prenant. Ouais. Et comment on se crée une vie sociale avec tout ça, cet emploi du temps rempli? Et la vie sociale, c'est la boxe aussi, parce que je ne suis pas toute seule. Hein. Il y a un entraîneur, et puis j'ai des coéquipiers d'entraînement. Donc c'est vrai que la vie sociale, elle se passe aussi beaucoup à l'entraînement. Et puis après, il y a toujours l'école à côté. Et puis c'est de l'organisation, on y arrive à avoir des amis, tout ça, on s'en sort. Et c'est quoi vos objectifs dans les prochains mois, les prochaines années? Et cette année, il y aura 3 championnats de France. Donc un en combat aussi, en élite B. Championnat de France universitaire et championnat de France asso, qui lui, j'espère, je croise les doigts, débouchera sur l'équipe de France et le championnat d'Europe. Et vous voyez faire ça comme un métier ou ça restera toujours la passion à côté du travail? En boxe française, devenir professionnel, ça n'existe quasiment pas, c'est très compliqué. Et puis c'est une passion avant tout, je compte quand même travailler, etc. C'est pour ça que je continue mes études en parallèle pleinement. C'est pas indiscret, on peut vous demander ce que vous avez envie de faire? Et là, actuellement, je suis en études d'économie-gestion. Et pour apprendre justement à avoir les clés en main, pourquoi pas monter une entreprise ou continuer dans ce domaine. En tout cas, on vous souhaite le meilleur sur le plan de la boxe et sur le plan professionnel, amical et sentimental. À Puermel, quand certains partent, d'autres décident de s'y installer. C'est votre cas, Stéphane Cardaudet. Vous avez bousculé le monde de la bière, du soft, il y a quelques années, ex-président de la brasserie Lancelot et co-créateur du Brace Cola. Et maintenant, vous avez choisi le territoire Pleurmelay pour un whisky breton. Qu'est-ce qui a été déjà à l'origine de ce nouveau chapitre dans votre vie de chef d'entreprise? C'est déjà l'amour des spiritueux. Avant de faire de la bière et avant de créer le Brace Cola, j'avais commencé ma carrière dans l'univers des spiritueux et dans le whisky. Donc c'est presque un retour aux sources. Un retour aux sources et une façon... Alors, conclure, je ne sais pas, mais ce que je sais, ce qui m'anime, moi, c'est l'entrepreneuriat. J'ai eu l'opportunité de céder mes entreprises il y a quelques mois. Mais je ne me voyais pas rester inactif. Et j'avais commencé à créer cette distillerie en 2016. Enfin, je l'avais créée en 2016 et commencé à distiller déjà en janvier 2017. Parce que pour faire du whisky, il faut du temps, il faut de la patience. Il y a aussi une obligation qui est qu'un whisky doit à minima vieillir 3 ans sous bois. Donc il aurait pu sortir ce whisky en 2020. Exactement, en mars 2020, mais l'histoire retiendra qu'il s'est passé autre chose en mars 2020 que le lancement de Galahad, parce qu'il s'appelle Galahad. On parlait tout à l'heure de Brocéliande, c'est aussi, moi, le lien au territoire. Mais c'était aussi le lien par rapport à mon activité passée, notamment Lancelot, la brasserie Lancelot, parce que Galahad n'était autre que le fils de Lancelot, dans l'imaginaire arthurien, celui qui aurait mené
la quête du Graal jusqu'à son but. Donc c'est ça que j'avais envie, c'était de repartir sur un projet et un projet un peu différent. Un projet aussi familial. Alors c'est un projet familial, c'est un rêve que j'ai d'accueillir dans quelques années, je l'espère, mes enfants. S'ils me rejoignent, je serai le plus heureux du monde. S'ils ne me rejoignent pas, c'est ce que je dis, je ne leur mets pas la pression. C'est que la vie, on aura décidé autrement. Mais moi, le temps où je les aurais attendus, j'aurais été heureux. Donc c'était ça le projet, c'était recréer sur le territoire un produit et apporter au territoire pour la première fois un whisky, parce qu'il n'y en a pas. C'est le premier whisky du Morbihan qui est créé. Et justement, parce qu'on doit être beaucoup comme moi, ne pas savoir comment on conçoit un whisky. Comment ça marche? Parce que vous n'êtes pas tout seul dans cette... aventure. Non, je ne suis pas tout seul. Alors, il faut savoir déjà que le whisky, c'est un produit que tout le monde connaît, mais peu savent que la France est le premier pays consommateur au monde de whisky. Nous sommes les plus gros consommateurs, mais on produit moins de 1% de ce qu'on consomme. Donc il y a un marché qui est juste énorme, qui est un marché qui va venir, parce qu'on est dans une période de notre société qui fait qu'on a envie, voilà, on est ensemble, on parle des différentes activités des uns et des autres, mais on a envie de savoir ce que font les autres à côté de chez soi. On a envie de privilégier aussi peut-être le local. Et donc c'est cette démarche-là qui a été initiée. Et pour revenir à Plohermel, parce que c'est le sujet de l'émission, moi j'ai vu un accueil extraordinaire. Je me répète, je l'ai dit en ouverture, mais ce projet-là initialement devait se faire sur Vannes. Mais j'ai rencontré sur Plohermel des personnes qui étaient bien plus motivées et qui ont fait que je m'y suis installé, j'y ai investi. Et quand on investit dans une distillerie, on investit pour quasiment l'éternité, parce qu'il y a quelque chose qui est très difficile à déménager, c'est ces barriques, c'est ces fûts. Donc quand on les installe, généralement, ils y restent. Et c'est le lieu aussi qui vous a touché, parce que vous avez trouvé un lieu particulier quand même. Oui, une ancienne ferme. Voilà, j'ai une ancienne ferme et j'espère peut-être que vous aurez des réponses à mes questions. Je recherche en fait aussi l'origine de cette ferme, ce domaine de Ranzouze. Tu vas me la donner. C'est quoi l'histoire de ce lieu? Moi je l'ai vu, la ferme, moi je l'ai connue. Oui, mais et en fait, je veux avoir l'histoire. Qu'est-ce qu'il y avait dans cette ferme? Est-ce que c'était de la culture? Est-ce que c'était de l'élevage? Parce qu'en fait, on a redonné vie, effectivement. À l'origine, c'était une ferme, donc c'était un lieu aussi de production. Et aujourd'hui, on l'a réaménagé, on l'a rénové, on l'a agrandi pour en faire là aussi un site industriel aux portes et à l'entrée de la ville de Plohermel. Quelle est l'histoire autour de ce lieu, vous Non, je dis que mes parents pourront lui donner. Pas moi, mais mes parents pourront lui donner. Visite, sans problème. Avec plaisir. C'est un lieu donc, que vous avez ouvert en juillet dernier. Quel est le bilan après ces 3 premiers mois où finalement vous avez accueilli du public aussi? Alors le bilan, il est bon, naturellement. Ça a été une course contre le temps, si je peux me permettre, sans me revenir sur l'horloge, parce qu'on a démarré les travaux en juillet 2021, et le 8 juillet exactement, et on a inauguré le 1er juillet. Donc c'est un exploit, c'est une prouesse dans la période que l'on vit actuellement, d'avoir réussi à mener un projet aussi lourd en aussi peu de temps. Mais on l'a fait parce qu'on a travaillé aussi avec des entreprises locales qui s'étaient aussi investies et ont aussi pris part dans le projet, et chacun a donné du sien. Le bilan il est positif dans le sens où, je vous le disais tout à l'heure, les premiers visiteurs qu'on a eus, c'était des Plohermelais. Les premiers, c'était même des voisins. Et ils se sont dit, on a vu les travaux pendant un an. D'une certaine façon. Peut-être par aussi un petit peu de crainte, et à un moment donné, de voir des engins, des grues, se dire qu'est-ce qui se passe dans mon quartier. Ils sont venus voir, ils ont vu qu'on n'avait pas dénaturé le site, au contraire, on lui donnait une seconde vie. Ils en étaient fiers, et moi, j'étais très heureux de les accueillir. Donc on a eu beaucoup de visiteurs. J'espère que j'aurai autant de visiteurs à venir que l'horloge astronomique. Il n'y aura pas de problème. Et ça serait bien. Je vais faire la pub pour toi. On le fera ensemble. Je ferai la pub pour toi. Et ça serait bien parce que en fait, l'idée, c'est aussi ça, c'est de mettre que ce produit soit au service aussi du territoire, au service de la ville. Parce que Galahad, c'est le whisky de Brocéliande, mais il est surtout fabriqué à Plohermel. Et qu'est-ce qu'on y apprend quand on visite les lieux? Quels sont les espaces qui sont ouverts? Tout, d'accord. Tout, parce qu'aujourd'hui, encore une fois, on doit montrer, c'est ce qui fait la force aujourd'hui d'un produit, qu'on peut se l'approprier, c'est ne pas cacher. On est dans une ère où, en 2 clics, on peut tout savoir.
Ce qu'il faut, c'est raconter des histoires, des vraies histoires. Et c'est ce qu'on fait. Donc, on accueille, on voit la production, on voit le brassage, on voit les alambics, on va visiter les chais. On parle un petit peu d'histoire aussi. L'histoire de ce que j'ai fait avant, mais aussi l'histoire de Galad, qui il était, ce qu'il représentait, et ce qu'il représente moi aussi dans mon quotidien. Et puis, on apprend surtout à déguster aussi du whisky, pas juste le boire, l'apprécier. Il y a des amateurs de whisky autour de la table qui connaissent un peu. Et puisqu'on parle de tourisme, quels sont les lieux finalement qui sont à ne pas manquer à Plouermel Le Lac-au-Duc. Le Lac-au-Duc. Oui. Ouais. Il se situe où Il se situe près du golfe de Plouermel, D'accord. à la sortie en allant sur Toupon. Donc c'est un lieu où on peut se balader, faire du sport, je crois aussi un peu. C'est ce que vous Tout à fait. disiez, Élise Legros. Une collection Ouais. d'hortensias aussi, Oui. Ouais. voilà, de différentes variétés d'hortensias. Exactement, c'est super. En plus, c'est fait autour du terrain de golf. C'est superbe. Ça a été mis en valeur il y a à peu près 25 ans, 30 ans à peu près. C'est toute beauté. Et la vieille ville, le vieux quartier de la vieille ville qui est super beau aussi. Beaucoup de visiteurs. Et finalement, l'histoire de Plouermel, frère Arsène, c'est quelque chose que vous continuez à découvrir aussi, Ben, vous je dis- qui avez traversé quand même quelques... On découvre. Moi, je ne suis décennies pas chez sur mon la âge, ville. mais par contre, Plouermel est connu. Alors, Plouermel, ça fait comme des vieux établissements qui datent du XVIe siècle quand même. Et l'église, elle date de 4 ou 5 siècles successifs. On peut raconter l'histoire de la Bretagne à Plouermel. Avec les guerres de Bretagne de l'époque. À ce moment-là. Et puis après, nous, on a autre chose, c'est que la communauté des frères, nous, on transporte l'image de Plouermel dans 26 pays du monde. D'accord. C'est beau. Et quand les populations, les frères viennent de... On avait une quinzaine de frères pendant les grandes vacances. Certains sont restés plus d'un mois. Mais ils venaient du Rwanda, du Bénin, du Congo, du Togo. Plouermel, pour eux, c'est magique parce qu'ils l'ont appris dans les livres, mais quand ils voient... Alors, par contre, la prochaine fois qu'ils viendront, on ira chez toi. On ira chez toi. Et justement, ces personnes qui viennent de l'étranger, qu'est-ce qui les frappe quand elles arrivent à votre rencontre? Ce qui les frappe, c'est la... Comment dire ça? Ils ont fait des études... à l'horloge. Oui, à l'horloge. C'est la paix. Et ils me disent souvent, quand on rentre dans la cour de l'horloge, on a un endroit magique qui est très paisible. C'est ton lycée. Il n'y a pas de bruit. Et puis on admire des choses, et puis c'est beaucoup de silence. Et je crois que les gens, ça les frappe. Et en même temps, j'ai dit ça tombe bien, parce que Bernardin était aussi silencieux. C'était pas un bavard. C'est la seule chose entre nous deux qui est différente quand même. C'était un prof qui était... il donnait à réaliser des choses dans le respect de la recherche silencieuse. Je trouve ça très bien. Et c'est paisible en même temps aussi. Mais Plouermel est paisible aussi. Ouais, on en revient toujours à frère Bernardin. Toujours Bernardin. Oui, c'est mon modèle quand même. C'est votre modèle. Mon modèle, oui. Élise Legros, alors est-ce que vous allez revenir de temps en temps quand même à Plouermel? Bien sûr, ma famille est restée à Plouermel, donc je rentre tous les week-ends et puis je continue à aller me balader. Puis aller courir au Lac-au-Duc. Voilà. Et un peu comme le frère Arsène, quand vous allez en compétition, c'est vrai que Plouermel, parfois on ne connaît pas, quoi. On accueille aussi les compétitions, vu qu'on est le centre régional des arts martiaux. Ah ouais. Donc nous, on accueille aussi pas mal de compétitions. Donc si ça va, c'est... En Bretagne, les gens reconnaissent. Ouais, Mais quand je serai championne du monde, Plouermel sera connue par quoi? Voilà, vous avez l'obligation. Et la relève, ça commence déjà à des petits qui suivent vos traces? Il y a toujours quelques jeunes, oui. Ouais. Oui. D'accord, la relève est assurée. Merci beaucoup à tous les trois pour ces échanges matinaux. J'espère que ça aura donné envie à nos téléspectateurs de vous rendre sur Plouermel. Il y a plein de choses à voir. T'es 3 ou 4 Vous étiez 4, pardon. Merci à tous d'avoir été avec nous. Prochain rendez-vous, c'est le 12-13 régional à midi. Nous, on se retrouve dès demain à la même heure, au même endroit. Très belle journée sur France 3. Dance for me,